Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à Umeda, à Osaka. Alors, on pense tout de suite gratte-ciel, shopping un peu frénétique. Et c'est vrai, hein, c'est la plus grande zone de grands magasins du Japon en termes de surface. C'est assez impressionnant. Oui, exactement. Une vitrine très moderne, très brillante. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette façade, il y a plein d'histoires, des lieux assez surprenants qui se cachent. C'est bien au-delà des boutiques, en fait. Il y a un Umeda un peu inattendu pour le visiteur qui cherche un peu. Et c'est exactement ça notre mission aujourd'hui. On va essayer de dévoiler ces couches cachées. On s'est basé sur des récits historiques, des guides aussi. L'idée, c'est de trouver les anecdotes, les petits coins secrets qui rendent une visite vraiment spéciale, mémorable. Tout à fait. On va un peu voyager dans le temps, je crois. Des origines marécageuses du Méda jusqu'à des histoires de romance tout là-haut dans le ciel. On passera aussi par un labyrinthe souterrain et même un sanctuaire assez ancien et émouvant. C'est un peu un voyage dans l'âme du Méda qu'on propose. Alors, commençons par un truc assez dingue, je trouve. Il y a 300 ans, Umeda, c'était quoi ça? Un marais, on appelait ça Umeda Yabu. Et c'était considéré comme inhabitable. Franchement, difficile à imaginer aujourd'hui quand on y est. Ah oui, c'est fascinant comme point de départ. Une zone humide, avec des pêcheurs d'anguilles, voilà ce qu'on trouvait. La grande transformation, le déclic, ça a vraiment été le chemin de fer. D'abord la gare d'Osaka en 1874, et puis surtout l'expansion du réseau Hankyu, là vers 1910. C'est fou cette métamorphose quand même, d'un marais à un cœur de ville hyper moderne. Et il reste des traces visibles pour les visiteurs de ce passé. Oui, tout à fait. Si on se balade près de Unushayamashi, il y a une plaque commémorative au sol qui montre une ancienne carte du marais. C'est un contact assez direct. Et puis pour un petit goût de ce passé, il y a le restaurant d'anguilles Unagi no Fukushima. Ça évoque un peu ses origines culinaires, disons. D'accord. Alors maintenant, si on plongeait sous terre, direction Witi-Umeda, c'est la première grande galerie souterraine du Japon, c'est ça, ouverte en 63. C'est ça, une vraie pionnière, inspirée par Paris, en fait, pour essayer de régler les problèmes de circulation en surface. Et aujourd'hui, elle est presque aussi connue pour son côté labyrinthe. Franchement, avec toutes ses sorties, ses couloirs, même les locaux disent qu'ils s'y perdent parfois. Ah, mais c'est ça qui fait le charme, non? Les côtés un peu dédales, ça fait partie de l'aventure. Et on peut y trouver des petits trésors, des restes des années 60, des carrelages, des luminaires. Exactement. Il y a des petits détails d'époque qui subsistent. Et puis, il y a des pépites cachées, comme le restaurant Takume. C'est un spécialiste de l'oden. C'est un peu le pot-au-feu japonais, très réconfortant. Et ce resto est là depuis l'ouverture, avec un bouillon dont la recette serait centenaire. Ah ouais, quand même. Oui. Un petit conseil pratique, il existe une application de carte officielle pour Witi Umeda. Ça peut aider à s'orienter dans ce dédale. Bon à savoir. Allez, on remonte, on prend de la hauteur maintenant. Direction l'Umeda Sky Building. Ces deux tours iconiques reliées tout en haut par cet observatoire qui flotte un peu. Oui, il a été achevé en 93. Et son design très audacieux, il est inspiré, figurez-vous, de la tour de Babel. C'est assez étonnant. C'est un lieu qui est chargé de symboles et de manière assez surprenante de beaucoup de romances aussi. Oui, j'ai lu ça. Il y a une légende qui dit que si on traverse la passerelle extérieure, le Corridor of Light, au coucher du soleil, ça assure l'amour éternel. C'est ça. Et puis il y a tout le rituel des cadenas d'amour qu'on accroche là-haut. C'est devenu un spot très prisé des amoureux, oui. Mais au-delà de ça, il y a des petites choses à découvrir pour tous les visiteurs. Par exemple, au sous-sol, il y a le Takimi Koji. C'est une reconstitution d'une ruelle d'Osaka des années 60. C'est assez sympa, ça change d'ambiance. Ah, sympa ça. Et tout en haut, il y a le Lumi Skywalk, c'est ça? Avec le sol qui brille dans le noir. Oui, un sol phosphorescent la nuit. Petite astuce, si on porte des vêtements blancs, on brille encore plus. Ah, marrant. Et petit bon plan aussi, l'entrée est gratuite si on a l'Osaka Amazing Pass, ce pass touristique assez pratique pour visiter Osaka. Tout à fait. Alors restons sur le thème de l'amour, mais cette fois un amour plus ancien et plus tragique. On va au sanctuaire Tsuyu no Tenjinsha. On l'appelle aussi Oatsu Tenjin. C'est incroyable de trouver ce sanctuaire, ce havre de paix, qui a 700 ans, en plein milieu de l'agitation du Méda. Et son surnom, Oatsu Tenjin, il vient d'une histoire vraie, c'est ça? Celle d'Oatsu, une courtisane, et de Tokubei, un marchand. Exactement. Une histoire d'amour impossible qui s'est terminée tragiquement par un double suicide, pas loin d'ici, au début du XVIIIe siècle. C'est une célèbre pièce de Bunraku, le théâtre de marionnettes japonais, Sonezaki Shinju, qui a immortalisé leur drame.
Du coup, le sanctuaire est devenu un lieu où l'on vient prier pour l'amour. Et il y a une expérience particulière à faire là-bas, avec les omikuji, les divinations sur papier. Oui, c'est assez poétique. Le texte de la prédiction n'apparaît que lorsqu'on trempe le papier dans l'eau. C'est un joli rituel. J'aime bien l'idée. Et en plus, il est ouvert super longtemps, de 6 heures du matin à 23 heures. Très facile d'accès. Oui, très accessible. Alors, pour finir, une autre strate historique, plus récente cette fois, les échos de l'après-guerre. Peu de gens savent ça, mais à l'emplacement de l'actuel et ultramoderne Grand Front Osaka, il y avait un immense marché noir juste après la guerre, l'Aozora Market. Ah ouais, c'est fou, cette juxtaposition entre bah, le besoin un peu brut de l'après-guerre et l'opulence d'aujourd'hui au même endroit. Ça raconte vraiment la résilience et la transformation hyper rapide d'Osaka. Est-ce qu'on peut encore capter un peu de cette ambiance d'époque quelque part? Oui, on peut se diriger vers la Shinumeda Shokodogai. C'est une ruelle assez étroite, pleine de petits restaurants, qui a gardé une atmosphère très, très Showa, comme on dit. Ça évoque vraiment le Japon du milieu du XXe siècle, cette période de reconstruction un peu nostalgique. C'est parfait pour goûter au yoshoku. Ah oui, le yoshoku, ces plats occidentaux, mais revisités à la japonaise, comme l'omuris ou les koloké. C'était super populaire après la guerre, non? Exactement, c'est une façon de goûter un peu à l'histoire, littéralement, une touche d'histoire dans l'assiette. Donc voilà, Umeda, c'est bien plus qu'un simple centre commercial géant finalement. Ben oui, un ancien marais, un labyrinthe sous terre, un jardin suspendu plein de romances, un sanctuaire tragique au milieu des buildings, des fantômes de marché noir. C'est riche. Et connaître ces histoires, ça change complètement la perspective quand on s'y balade, je trouve. On ne marche plus juste dans un quartier moderne, on marche sur des couches de temps, des couches de récits. Tout à fait. La visite devient une sorte d'exploration, une chasse au trésor un peu caché, qui révèle toute la complexité du lieu. Ça enrichit vraiment l'expérience. Et ça pousse à se demander, combien d'histoires comme ça dorment sous la surface des endroits qu'on croit connaître par cœur. Alors que ce soit Umeda ou ailleurs, le message c'est peut-être restons curieux. Oui, cherchons ces récits qui sont juste là, sous la surface. L'exploration la plus intéressante commence souvent juste sous nos pieds, en fait.